l'eau on l'a, mais très très mal répartie et encore moins bien répartie qu'avant. Donc pour nous l'irrigation c'est pas un gros mot, loin de là, et ça permet justement de maintenir et de faire produire du verre tout l'été. Maintenant si demain on pouvait s'en passer, ça serait mieux, hein, parce que économiquement c'est une très grosse charge. Mais aujourd'hui, je me vois pas dire j'arrêterai l'irrigation. Bonjour, bienvenue. Je crois qu'on vous a mis une belle brochette aujourd'hui. Dans agroécologie, moi je vois 3 fois le mot eau. Donc moi je me dis qu'il faut peut-être qu'on irrigue les consciences. On a été mandaté Arbre et Paysage pour accompagner un groupe d'agriculteurs au Maroc la semaine dernière pour voir comment les paysans s'adaptent à l'aridité ou pas. Pourquoi on est allé au Maroc? Parce qu'ils ont 40 ans d'avance sur nous, sur ces pratiques, sur ces techniques et sur ces systèmes agroforestiers dont l'agroforesterie est un pilier central. Donc l'eau, il faut la contenir, la produire, la retenir, la prévenir, la faire revenir et faire reverdir. C'est probablement ce qui nous attend dans cette matinée, dans ce contexte de crise absolue agricole, rappelons-le. Merci beaucoup. Merci Alain. Bonjour à tous. Retenez ces deux visions du monde. On n'est pas obligé de choisir entre les deux parce qu'il y a plein de situations intermédiaires. Mais par contre, il faudrait choisir la direction. On va vers où? On va vers la gauche ou vers la droite? On va vers quoi? La tôle serrée où tout se barre, il n'y a rien qui reste, même pas la vie? Ou on essaye d'avoir de l'éponge et alors voilà. Un paysage qui pourrait être... Vous voyez, si on va en Espagne, il suffit d'aller de l'autre côté de la frontière, dans les Bardenas par exemple. Voilà, c'est un désert absolu. Voilà, c'est juste à côté. Ou alors le paysage que vous avez en haut à droite, c'est un paysage relativement aride, relativement compliqué, où il y a de l'eau, où il y a de la biodiversité, où il y a de l'agriculture, certes extensive mais efficace en fonction des capacités du milieu, c'est la DSA. Et la DSA, c'est une terre, il y a la même chose au Maroc quand même, mais bon, je n'y ai pas été. C'est une terre où grâce à l'arbre, on peut avoir de la production et on peut avoir de l'eau et de la biodiversité. Sur notre territoire, on a 17 modèles qui existent, sur lesquels on s'est basé, qui sont nationaux, de modélisation du climat. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que dans tous les cas, on sera entre plus 1,3 degrés et plus 3,3 degrés en 2050 sur le bassin de la Neste, et que globalement, la plupart des modèles, ils nous emmènent quand même vers moins de précipitations en moyenne sur l'année. On aura, des millions de mètres cubes en moins sur la période juin à septembre, et surtout un risque pour le remplissage de nos barrages de coteaux qui sont notre sécurité sur les rivières de ralimentation. Donc pour résumer, Neste et Gascogne, en fait c'est un bilan qui se complique partout. Ça veut dire que notre territoire, c'est pas la Garonne, c'est pas la Dour. On a vraiment une spécificité sur notre territoire avec ces stockages de coteaux qui servent de tampons, mais qu'on a de plus en plus de mal à remplir parce qu'on dépend, même pour eux, du canal de la Neste. On parle de ces cycles de l'eau d'une façon quelquefois un petit peu anxiogène. Et là, on va rentrer dans la partie du débat qui va nous permettre de voir ce qu'on peut faire de ça et comment agir en tant qu'agriculteur pour avoir plus accès à cette ressource précieuse. Un arbre, une plante, en fait, elle transpire par le dessous. Les stomates sont sous les feuilles. Une plante, on les représente quelquefois, les plantes, quand elles transpirent, comme si elles avaient des fumerolles au-dessus de la tête. Ça, c'est les animaux. Nous, on transpire de la chaleur. Donc, les plantes, elles transpirent du froid. C'est de l'air qui est chargé d'humidité, qui est froid, et c'est un air qui est plus dense, et donc il va se retrouver sous les plantes. Et donc, sous les plantes, si on avait d'autres plantes capables de capter cette eau de transpiration, ça permet de recréer une espèce de petit cycle entre l'arbre, les plantes de sous-bois, les plantes qui sont en dessous. Et donc, ce petit cycle-là, c'est un cycle de condensation qui n'apparaît jamais dans les pluviomètres, qui peut avoir lieu jusqu'à 7 fois dans la même journée. C'est-à-dire qu'une plante, une grande plante, peut transpirer de l'eau qui va retomber près du sol, qui peut être recaptée par des petites plantes, qui va être retranspirée, et donc qui va globalement doubler en été la ressource en eau disponible. Si pour l'été, on a combien? 150 mm d'eau par an voilà, en fait, ça nous permet d'avoir en circulation dans les plantes 300 mm d'eau. On a chez un agriculteur, par exemple ici, qui n'est pas un petit agriculteur, il a 500 hectares.
500 hectares qui sont passés en conservation des sols. Et là, il a son sorgho qu'il a réussi, qu'il est en train de broyer parce qu'il est vraiment trop grand pour y semer directement dedans, derrière lequel il va implanter un couvert d'hiver à base de févrole. Et dans ce couvert d'hiver, il va faire un maïs derrière. Donc on a 2 couverts consécutifs, sorgho d'été, couvre le sol et apporte énormément de biomasse, à peu près 10 tonnes de matière sèche, remis au sol, donc il n'est pas exporté bien sûr, c'est la nourriture du sol, c'est la ration. Et derrière, on implante en direct une févrole, et derrière cette févrole, on refait un maïs. Et c'est qu'à ces conditions-là qu'on arrive à couvrir les sols et à les maintenir protégés tout au long de l'année. Alors, ça oblige à semer 2 fois, effectivement. Du coup, on fait maintenant des couverts permanents. Les couverts permanents, c'est certainement ça l'avenir de l'agriculture, à base de luzerne ou de trèfle violet. Et on implante ses propres cultures de rente dans son couvert permanent, le blé. Le blé dans la luzerne, ça marche très bien. Il faut freiner un peu la luzerne, mais on a maintenant des luzernes qui sont très tardives, donc qui poussent bien après le blé, et donc on arrive très bien à faire ça. Et l'arbre, évidemment, autour de ça, permet aussi de maintenir ce couvert-là, mais l'arbre, pas n'importe lequel, pas l'ectomycorhizien, mais l'endomycorhizien, et on travaille avec Hervé autour des arbres fruitiers, à reconsidérer l'agroforesterie avec les arbres fruitiers autour de ces problématiques. Le carbone stable de nos sols, il ne provient pas forcément du BRF ou du bois ou de paille ou tout ça qu'on va mettre sur ces sols, mais il provient de la biomasse microbienne, ce qu'on appelle la nécromasse microbienne. Et ça, c'est vraiment fondamental comme changement. En gros, on utilise souvent le terme de paradigme, de changement de pensée. C'est que ce sont les microbes qui vont faire du carbone stable. Et pour aider ces microbes à faire du carbone stable et à baisser le réchauffement climatique, puisque c'est quand même de ça la finalité, eh bien il faut du couvert vivant. Donc le couvert vivant stocke du carbone. Là, les haies, les prairies et les forêts, c'est des endroits où la nature travaille, où il n'y a pas d'intervention de l'homme, l'eau est correctement absorbée, il y a les mycorhizes qui vont chercher les 30% en eau en plus que les plantes ne savent pas aller chercher. Il n'y a pas de problématique de compaction, on exploite bien toute la profondeur du sol, on n'est pas juste sur 30 cm. Et du coup, on a la capacité à saturer l'atmosphère, à former les nuages, à se mettre en abri. Ce qui est très important aussi, c'est que dans la façon dont on utilise l'eau, il y a beaucoup d'aspects dynamiques. Alors je l'ai développé dans une vidéo que vous trouverez sur Vers de Terre Prod, qui s'appelle Comment agir sur le climat en tant qu'agriculteur. Mais il y a beaucoup d'aspects dynamiques, parce que pour la même quantité d'eau, en fonction de la vitesse à laquelle on l'envoie dans l'atmosphère, où on va pouvoir chauffer ou refroidir. Mais dans la façon, dans la dynamique, dans la façon dont on réintroduit les plantes chaque année, vous voyez que cette année, on n'a pas pu semer les blés, il y a des blés qui ne seront pas semés, et bien on a des sols nus, et du coup, on va avoir un impact sur les pluviométries. Si on condense pas l'eau, ça veut dire qu'on fait chauffer les océans, et tout ça induit des phénomènes dynamiques. Voilà. Et du coup, je vous ai dit que j'étais parti avec la question, quel est le poids du CO2 issu des sols? Ben voilà, je pense que ça, c'est la réponse. On voit qu'au final, la carte du carbone fait la carte de la pluie. Ça c'est assez logique, et à minima par rapport à Perpignan, ici là, quand on est en dessous de 2% de MO, la battance est systématique. Donc la battance, c'est un mot, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quand l'eau ne peut plus rentrer dans le sol. Mais c'est vrai que lorsqu'on observe une feuille, il y a une partie photosynthèse, et le dessous c'est la partie absorption. Je résume. Il faut le voir dans le paysage de la même manière. Une canopée, ça fonctionne de la même manière. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est l'ensemble du paysage qui peut procéder de la même manière. C'est-à-dire en ayant une couche protectrice qui fait aussi isoler de l'insolation, mais aussi qui permettent de recevoir et de faire turbiner l'eau. Voilà. Alors prendre l'image de la feuille à la micro-échelle, et puis il y a l'image jusqu'à la planète, où il faut que notre planète bleue, elle soit aussi une terre verte, tout simplement. Que ce soit à l'échelle du mètre carré, comme tu le dis si bien, de l'exploit, de la communauté de communes, du PNR et de la planète, pourquoi pas. Exploitation céréalière, principalement basée sur les cultures irriguées. Je fais partie aussi des responsables, des représentants des irrigants. Il y a plein de choses qui m'ont gêné un peu ce matin. C'est par exemple la petite pique qui est faite à l'agriculture. Quand la politique régionale nous dit qu'il faut faire du bio, l'érosion du sol, elle vient de la politique, et on dit sans arrêt à l'agriculteur de faire des choses. Et depuis 30 ans, on nous dit d'appliquer des modèles qui vont un peu à contresens de tout plein de choses. On parle des couverts végétaux, le bio a fait tout l'inverse. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bio, je ne dis pas qu'il... Voilà.
Les idées elles sont toutes bonnes à prendre, mais après il faut réussir à les retranscrire concrètement. Il y a des enjeux économiques importants et donc tout ça c'est des réflexions globales, mais c'est aussi pour ça que les agriculteurs sont dans la rue, parce que ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on ne fait pas que des choses bien, mais il faut trouver les idées ensemble, de savoir vers où on va et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il ne faut pas caler tout le monde sur le même modèle, mais il faut trouver des idées applicables pour l'avenir. Il y a l'urgence de l'eau et on va commencer par vous. Et vous allez me parler de l'urgence de l'eau dans votre situation et au regard de ce qui vient d'être dit. L'eau va être rare pour des tas de raisons. D'où l'urgence d'avoir justement des démarches comme le SAGE, Nest et Rivière de Gascogne, qui essaie de décliner une politique globale des orientations à l'échelle d'un territoire cohérent pour regarder collectivement ce que chacun peut mener. Alors l'agence est un des acteurs parmi d'autres, hein, vous le savez, en tout cas pour ce qui est de l'accompagnement financier des opérations, le conseil départemental le fait aussi. Et cette urgence, elle s'applique, si on parle beaucoup de gestion quantitative, mais on a aussi un peu abordé ce matin le qualitatif. Pour ce qui est du quantitatif, on le sait d'une certaine manière ce que disait monsieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution magique, applicable partout, c'est vraiment appliqué aux spécificités du territoire, et puis surtout à l'échelle d'un bassin versant, parce que c'est l'échelle de travail qu'on plaide toujours et qu'on prône à l'agence de l'eau, c'est regarder tout ce qui peut être fait. Ce qu'on appelle le mix de solutions, au-delà du terme techno, c'est partir évident de la sobriété, partout où elle peut être mise en œuvre. La sobriété, la politique en matière d'eau, c'est comme les déchets. Si on réduit à la base, c'est quand même mieux. Et puis après, on essaie de regarder les autres solutions. Depuis, il n'y a aucun sujet tabou. La mobilisation des retenues existantes. Je balaye un peu tout. Hein. On parlait des zones humides qui sont très importantes, ça a été dit ce matin. On doit pouvoir concilier zones humides et gestion des pratiques agricoles. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci là-dessus. Économie d'eau au sens large, le reuse quand ça peut être utilisé, la réutilisation des eaux usées et épurées. Là aussi, ce n'est pas une solution magique. Il y a des endroits où ça peut s'appliquer, des endroits où c'est moins pertinent. Voilà, tout ce mix de solutions avec cette urgence, hein, je le redis. En 2050, on a vu, ça a été dit ce matin, qu'il y a même des accélérations par rapport à ce que les prévisionnistes voyaient à échelle 30 ans. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. On doit tous y travailler. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est aussi cette question des chocs absolument inouïs. J'ai vu au Maroc aussi une autoroute de l'eau où sur 300 km, on pose des tuyaux qui font 3 mètres de diamètre pour aller sortir de l'eau des lacs pour les mettre dans l'autre. On n'est pas sûr qu'ils se remplissent. Que l'urgence, elle est là. Clément, toi qui fais pousser de l'herbe en été en l'arrosant, et donc qui fait de l'évapotranspiration, donc du refroidissement climatique, c'est quoi ton état d'urgence ? Je rejoins ce qui a été dit, c'est que l'eau, nous, aujourd'hui, on en a besoin, on va en avoir besoin et on en aura toujours besoin. Il y a plusieurs choses. On essaye d'en stocker le maximum possible dans le sol, semi-direct. La matière organique a déjà été augmentée. On continue à faire en sorte qu'elle augmente. Le premier stockage de l'eau, il se fait par là. Et après, on a l'irrigation. Enfin, on débute, notamment en France. Arroser de l'herbe, c'est nouveau. Donc on y va à tâtons. Mais depuis quelques années qu'on y travaille, on a mis en évidence qu'en arrosant différemment, on valorise mieux l'eau et on a besoin de moins d'eau pour faire pousser de l'herbe. Avec un peu d'eau, je constate que vous stockez du carbone, vous créez des microclimats, vous favorisez la biodiversité, vous plantez des arbres, vous créez des paysages vivants. On essaye. Vous refaites le cycle de l'eau et il semblerait que vous produisiez des denrées alimentaires de qualité. Donc du coup, finalement, en ayant des vaches, vous sauvez la planète, contrairement à ce que... Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la ferme est positive en carbone. Donc en gros, on piège plus de gaz à effet de serre qu'on en émet. Et on y tient, parce qu'on produit du lait et de la viande. Quand on entend partout qu'il faut diminuer la consommation de viande, ça fait très mal, et c'est surtout très faux. Il faut changer le mode de production, ça c'est sûr et certain, mais aujourd'hui, on peut produire du lait, de la viande de qualité, tout en sauvant la planète. Moi, ce que je veux surtout qu'en sortant de là, on soit en capacité à tous véhiculer, c'est que de l'eau, il y en a pour tout le monde, il y a juste à la partager. Quand on prend le territoire du Sage-Nest, 8000 km², on met 700 mm dessus, ça fait 5,6 milliards de mètres cubes. Alors il en faut une part, bien entendu, pour
la nature, pour la biodiversité, pour l'évapotranspiration. Mais en face, le système Nest, c'est à peu près 200 millions. 200 millions. Alors, il y a de la marge, quoi. Prenons toutes ces bonnes idées, expérimentons, innovons, avec bien entendu la véracité scientifique, comme vous l'avez dit, sur les couverts ou des choses comme celle-là. Allons-y. Je crois que c'est ça la plus grande urgence, c'est de se dire de l'eau, il y en a pour tout le monde. Avançons, travaillons. Nous ne faisons pas le combat et la guerre de l'eau, il n'y a pas lieu qu'il y en ait. Ok. Donc Céline. L'urgence pour le PNR, c'est maintenant, c'est-à-dire c'est les ateliers habitants qui vont avoir lieu avril-mai pour essayer d'écrire l'avenir de notre territoire dans le PNR. Ce sont les ateliers agriculteurs qui vont également avoir lieu. Je ne stigmatise pas l'agriculture parce que je pense qu'en urbanisme, on n'est pas forcément très bon non plus. Voilà, donc je pense que l'érosion n'est pas qu'un problème des uns ou des autres. Et voilà, et je le précise parce que je pense qu'on n'est pas bon non plus. Je pense qu'on a des questions à se poser et des choses surtout qu'on n'intégrait pas. Et cette adaptation au changement climatique, pour moi, il y a une transversale qu'il faut qu'on intègre dans tous nos projets d'aménagement à tous les niveaux. C'est notre quotidien, la variabilité. C'est aussi le quotidien des végétaux et du vivant de s'adapter. Et à cette variabilité, ces aléas, ils ne font que s'accélérer et s'exacerber, c'est tout. Et nous, dans nos aménagements gascons, on a notre mosaïque, nos petits aménagements hydrauliques de partout. Notre chance d'avoir du maillage de petites sources, certes, faibles, mais qui nous donnent une eau considérable malgré tout, parce qu'elles nourrissent le vivant, on ne la voit pas cette eau forcément. Oui, la mosaïque, la taille des parcelles, la place du végétal, la place de l'herbe. On avait de l'herbe, on avait de l'élevage, vous venez de parler d'irriguer l'herbe, ce qui est tout à fait... voilà. Il faut qu'on accélère, donc ça il fallait déjà commencer hier, mais bon, on va commencer aujourd'hui. Il faut faire de l'expé, il faut avoir de la connaissance, mais il faut aussi observer quelles sont nos contraintes et nos opportunités. Voilà, donc cette variabilité, elle est plus forte que nous peut-être, mais on peut se donner les moyens de rester dans la course. Et on a beaucoup de connaissances à mettre ensemble pour y arriver. Faire ensemble, voilà, c'est ça qu'il faut, je crois, retenir de tous ces débats. Faire ensemble, bien évidemment, entre les différents gestionnaires de l'eau, et on attend énormément des gestionnaires, de ce cycle de l'eau bleue, de ce cycle de l'eau verte. Faire ensemble aussi avec la nature, et ne pas s'opposer à la biodiversité. On a vu que ce petit cycle de l'eau est un élément qui fonctionne avec les forces de la nature, et que c'est à nous d'arriver à les domestiquer, au moins à apprendre à vivre avec. Quand je dis de les domestiquer, c'est peut-être dans les deux sens. On a trouvé une forme de coopération avec la nature. Et coopération, ça veut dire que chacun peut avancer d'une façon ou d'une autre. Et on voit que quelquefois, quand on laisse faire les choses, quand on laisse aussi faire les choses, il ne s'agit pas de laisser tout faire, mais quand on laisse aussi faire les choses, ça donne un certain nombre de possibilités, faire émerger un certain nombre de choses. Et je pense que la plus belle chose que la nature sait faire émerger, pour peu qu'on la laisse évoluer, c'est justement l'eau, parce que nous sommes sur une planète vivante, que l'eau c'est la vie, que la vie c'est l'eau, que l'un ne fonctionne pas sans l'autre, que l'autre ne fonctionne pas sans l'un, et qu'on peut aussi essayer de retrouver une forme de confiance avec toutes ces choses-là. Voilà, donc j'ai beaucoup d'espoir en ce genre de rencontre. J'ai aussi beaucoup d'espoir dans le fait que arriver presque au fond du trou, tout le monde est obligé de se serrer la main. On peut faire la guerre, c'est vrai, mais in fine, c'est toujours la diplomatie qui l'emporte. On est tout le temps obligé de passer par là. Alors soyons de brillants diplomates, et avec notre bien commun qu'est l'eau. Merci beaucoup. La vie est belle. À quelle échelle il faudrait faire ça pour recréer un microclimat et amener la pluie? À l'échelle d'un hectare, on peut changer le microclimat, de diminuer de 4 degrés. On peut gagner 4 degrés en moyenne annuelle sur 1 hectare, en ayant de la verdure, en ayant des arbres, en ayant un couvert, voilà. Ouais.